Bon, donc une dernière intervention avant qu'on ait un temps pour déjeuner et pouvoir discuter de manière plus informelle entre nous. Donc j'ai demandé à Jean-Louis David de nous rejoindre et de conclure cette première matinée autour d'une question. On a vu ce matin au travers des échanges que finalement la question de la solidarité se croise en matière de coopération avec le partage d'un lieu, le partage d'une action, le partage de ressources humaines. Et donc il y a quelque chose d'une interrelation entre la question de la solidarité et la question du commun. Et donc c'est un dialogue que j'ai commencé à entretenir avec Jean-Louis David sur cette question du lien entre économie sociale et solidaire et les communs, et voir en quoi ce rapprochement, ce croisement parce que derrière ces deux termes, il y a deux cadres théoriques, comment le croisement de ces cadres théoriques peut ouvrir sur un renouvellement de l'action publique. Voilà, Jean-Louis, si tu veux. Oui, alors effectivement, il s'agit d'un travail que l'on est en train de faire tous les deux avec Philippe. Et en fait, ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait une propension dans le domaine universitaire comme dans d'autres à produire très vite des cases cloisonnées, des cases segmentées, hein, et on en arrivait quasiment à cette interrogation d'un certain nombre d'acteurs: est-ce que j'appartiens à l'économie sociale et solidaire ou est-ce que j'appartiens au commun? Et en fait, il nous semble que c'est le type de fausse question dont il faut se débarrasser. Parce que ce qui nous apparaît, c'est que, en fait, commun et économie sociale et solidaire sont d'une certaine façon deux manières de désigner une volonté de déborder ce dans quoi a été enfermé le débat au XXe siècle, c'est-à-dire la focalisation sur le marché et l'État. Et finalement, ces deux façons de dépasser cette dichotomie, ce dualisme qui a complètement imprégné les débats économiques et politiques du XXe siècle. En allant un peu plus loin, ce qui nous est apparu, c'est que cette hypothèse était d'autant plus fondée qu'il nous semblait qu'il y avait une similarité entre la manière dont se sont succédées les problématisations du commun ou des communs et la manière dont il y a trois cadres théoriques qui ont été proposés dans le domaine qui s'appelle aujourd'hui en France l'économie sociale et solidaire, mais qui s'appelle autrement dans d'autres continents, hein, et que finalement il y avait trois catégories qui avaient été avancées pour comprendre tout ce champ hétérogène: tiers secteur, économie sociale et économie solidaire. Et ce qui nous est apparu, je ne vais pas détailler là, mais juste pour donner un peu le mouvement de ce que l'on a essayé de formaliser et que l'on essaye aujourd'hui d'écrire, c'est qu'il nous semble qu'il y a un rapport entre la première façon de poser les communs et le tiers secteur, puis un rapport entre la deuxième façon de poser les communs et l'économie sociale, et un rapport entre la troisième façon de poser la problématique des communs et l'économie solidaire. Au départ, aussi bien Ostrom que les tenants du tiers secteur se situent dans le cadre d'une économie orthodoxe au niveau théorique. C'est-à-dire que, en fait, on est dans une approche dans laquelle la réponse normale pour produire des biens et des services, c'est le marché. Dans un certain nombre de cas, on admet, du point de vue de la théorie orthodoxe, qu'il y a possibilité qu'il y ait une subsidiarité de la part de l'État. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas très circonscrits, l'État peut se substituer au marché. Et puis, dans des cas exceptionnels où ni le marché ni l'État ne peuvent convenir, à ce moment-là, hein, on a, parce qu'il y a des problèmes spécifiques sur certains types de biens et services, par exemple des asymétries informationnelles, des difficultés pour qu'il y ait une information qui soit du même niveau entre le prestataire et le consommateur ou l'usager, là, on peut avoir recours à ce que l'on appelle justement un tiers secteur, mais le terme est clair puisqu'il montre bien qu'il s'agit d'une solution résiduelle qui ne peut être qu'une tierce solution dans les cas où ni le marché est solution principale,
ni l'État solution subsidiaire ne peuvent convenir. Et donc vous avez une définition au départ du tiers secteur comme des communs, qui est une définition que l'on a souvent d'ailleurs reproché à Ostrom, qui est une définition interstitielle. C'est-à-dire ce n'est que dans certains interstices très particuliers qu'il y aura une capacité pour les communs ou pour le tiers secteur d'intervenir de manière pertinente. Donc ça, c'est, nous semble-t-il, l'articulation que l'on peut faire entre la première problématisation des communs et puis la problématisation du tiers secteur. Ensuite, on est allé plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une autre approche théorique des communs qui correspond beaucoup plus, nous semble-t-il, à l'approche de l'économie sociale. Pourquoi? Parce que cette deuxième phase de pensée des communs partage avec l'économie sociale le fait de considérer comme centrale la question de la propriété. Et en fait, ce qu'établit dans ce cas-là la problématique des communs à travers l'idée de faisceau de droit, c'est ce qui ressemble à ce qui est mis en avant du côté de l'économie sociale comme propriété collective. Comme si finalement ce qui faisait différence, c'était une forme de propriété qui n'est ni une propriété privée individuelle, divisée en un certain nombre de capitalistes, ni une propriété publique appartenant à l'État. Et donc là, on a un deuxième temps du raisonnement qui va considérer que c'est du côté des droits de propriété que se situent les spécificités tant de l'économie sociale que des communs. Et ce que l'on voit bien, c'est que même quand on quitte le raisonnement orthodoxe, c'est-à-dire quand on s'engage dans un raisonnement de cette deuxième phase qui déjà s'est autonomisé et déjà envisage la propriété au-delà de ce qu'était l'économie orthodoxe, il y a quand même des limites qui sont rencontrées et qui tiennent à l'enclavement d'un certain nombre de pratiques organisationnelles qui peuvent être spécifiques du point de vue de la propriété, mais qui n'en arrivent pas pour autant à avoir des effets d'entraînement sur l'ensemble de ce qu'est les relations entre économie et société. Et donc là, on a un troisième temps, hein, qui correspond aussi à un élargissement de ce que sont étudiés comme terrain du commun, hein, puisqu'on était au départ surtout sur des pêcheries, sur des systèmes d'irrigation, et on va rentrer dans ce troisième temps sur d'autres types de communs, par exemple les communs qu'on a appelés les communs informationnels, hein, et ça met en avant, nous semble-t-il, des questions qui ont été aussi des questions mises en avant par l'économie solidaire, quand elle a commencé à réfléchir sur l'incomplétude théorique de l'économie sociale. C'est-à-dire sur le fait que finalement, le raisonnement sur la propriété ne nous permettait pas véritablement d'avoir des effets de levier pour le changement et que très souvent, la propriété n'arrivait pas à contrecarrer un mouvement d'isomorphisme et de banalisation qui atteignait les organisations de l'économie sociale. Là aussi, dans ce troisième temps du raisonnement, il semble qu'il y a une complémentarité sur laquelle on peut travailler, hein, sachant que du côté des communs, on a plutôt travaillé sur le système de règles internes qui permet, au-delà de la propriété, de garantir un fonctionnement collectif. Hein, et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de systèmes de sanctions, de récompenses, de règles collectives qui doivent aller au-delà de la propriété, hein, et qui permettent de faire vivre finalement un fonctionnement participatif et délibératif dans la durée. Donc ça, c'est ce sur quoi la théorisation des communs avec Ostrom et Hess a mis l'accent. Du côté de l'économie solidaire, on a mis l'accent aussi sur un autre aspect qui me paraît très complémentaire, et les deux peuvent être à nouveau pensés ensemble, c'est l'articulation à l'action publique, ce dont tu parlais à l'instant, c'est-à-dire comment il est possible d'envisager une autre génération d'action publique en sortant de ce qui nous est si cher en France, c'est-à-dire une confusion entre l'action publique et l'étatisme, pour
arriver justement à envisager comment l'action publique de demain peut émaner du croisement toujours coopératif et conflictuel entre des initiatives associatives citoyennes et des pouvoirs publics, et de voir comment il est possible d'avancer dans le sens d'une co-construction de l'action publique, sachant que si on veut sortir de cet enclavement que je décrivais tout à l'heure, il ne faut pas simplement qu'il y ait des organisations différentes, mais aussi il faut qu'il y ait une action publique différente, et que cette action publique ne soit pas une action publique descendante, mais soit une action publique qui puisse être conçue en co-construction avec un certain nombre d'acteurs de première ligne qui sont, parce qu'ils sont en première ligne sur les problèmes qu'ils veulent traiter, les plus pertinents, les plus compétents pour arriver à redéfinir des matrices d'une action publique qui soit une action publique appropriée à une société complexe dans lesquelles il y a des problèmes très évolutifs. Parce que le problème de l'action étatique, c'est qu'elle est toujours centrée sur les problèmes d'hier. Et elle standardise, elle stéréotype des réponses qui effectivement sont toujours en porte-à-faux par rapport à l'évolution des sociétés complexes. Donc, sans aller plus loin, parce que je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais dire pour entamer ce dialogue avec Philippe, rendant compte de ce qu'on est en train de concevoir, c'est qu'il nous semble véritablement que l'on peut faire un parallèle entre la pensée des communs et la pensée de l'économie sociale et solidaire en distinguant 3 temps du point de vue de la conceptualisation, et ces 3 temps nous amènent bien à réfléchir sur le fait que commun, d'une part, économie sociale et solidaire, d'autre part, sont bien 2 façons de désigner la même chose, et ce qui serait terrible à la fois pour la recherche et l'action, c'est qu'on ait d'un côté la tribu des communs et de l'autre côté la tribu de l'économie sociale et solidaire, et que chacun essaie aux dépens de l'autre d'élargir son territoire. C'est pas ça du tout qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment finalement l'économie sociale et solidaire et les communs peuvent se compléter pour avoir demain un ensemble de registres socio-économiques qui soient plus diversifiés et qui ne se réduisent pas aux 2 seuls axes que ont été le marché et l'État, qui ont envahi nos sociétés jusqu'à maintenant et dont on voit bien qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à l'ensemble des problèmes, en particulier sociaux et environnementaux, mais aussi culturels auxquels nous sommes confrontés dans les défis d'aujourd'hui.